Hello, je suis France Malotto, directrice de l'agence de communication Panache Manifeste. Bienvenue dans le podcast de Panache, le podcast qui met en lumière les métiers, souvent invisibles mais indispensables à la communication. Des voix de l'ombre qui façonnent les campagnes, les marques et les idées. On tend le micro aux brand managers, directeurs artistiques, média planners ou imprimeurs. Tous contribuent à produire les campagnes que vous voyez, entendez, partagez, sans toujours connaître les enjeux ou les talents qui les rendent possibles. Aujourd'hui, on se rend dans les coulisses du son. Nous recevons Christian Rodriguez et Tilde Sager de la Vita Studios. Installés à Bruxelles et à Anvers, leur studio enregistre les spots radio de nombreuses grandes marques. Ils nous partagent leur quotidien, leur passion du son et leur regard sur l'évolution de leur métier à l'ère de l'intelligence artificielle. Place à notre discussion où Christian et Tilde nous présentent leur métier. Moi, je suis du coup producteur audio, donc je m'occupe de tout toute la production, donc de la préparation à un enregistrement jusqu'au moment clé de l'enregistrement. Et en fait, moi, je fais plus ou moins la même chose, mais Till, c'est le spécialiste côté francophone. Et moi, je fais exactement la même chose côté néerlandophone. Et Aurélien, dans notre équipe, c'est un technisch wonder, comme on dit. C'est celui qui gère toute la technique et qui fait les final mix, les enregistrements aussi. C'est un travail d'équipe de A à Z. Donc vous êtes 3 à Bruxelles et donc à Anvers, vous êtes 3 aussi ? Oui, donc on est 3 personnes fixes. Et il y a 2 freelances, donc on est plus ou moins 5 au total. Ok. Et bien justement, comment se passe la création d'un spot, de la recherche de la voix du comédien jusqu'au le poste aux régies ? Du coup, on fait quand même la différence entre les spots TV, vidéo, parce que c'est bien plus que de la TV maintenant, et radio. Et donc en général, on reçoit un script avec une direction de la part du client, du créatif, qui va nous dire ok, on part plutôt sur une voix masculine, on avait ça en tête. Et du coup, à partir de ce moment-là où on reçoit les scripts, nous, notre métier, c'est en connaissant notre catalogue de comédiens ici en Belgique, de choisir et de proposer celles et ceux qui conviennent le mieux à l'idée du spot, à l'énergie du spot, tout en tenant compte des marques concurrentes pour éviter de proposer la même personne sur une marque qui fait de l'électroménager pour éviter une concurrence, quoi. Et une fois qu'on fait ça, le client choisit le comédien qu'il préfère et alors en fonction des agendas, on programme un enregistrement, on enregistre et donc là il y a une direction pendant l'enregistrement en studio où on aide le comédien, parce que c'est des langages parfois différents entre ce que le client a en tête et comment le comédien avec son background le comprend. Et donc c'est souvent une partie de nos métiers aussi, c'est de diriger le comédien avec les bons mots pour arriver au résultat voulu. Je voulais quand même ajouter encore à ce que Till avait dit que en fait tout commence par le boulot de casting. Et qu'il y a quand même une différence entre donc, le spot radio où notre boulot créatif est beaucoup plus important dans des spots radio que dans des spots télé. Parce qu'en fait, il y a eu un game changer depuis quelques années, qu'il y a de moins en moins de productions télé qui se font en Belgique. Mais donc, il y a beaucoup plus de localisation, donc des spots qui se font à l'étranger pour des grandes marques. Et avec la localisation, ça veut dire que nous, on doit gérer les voix belges, mais qu'on part quand même automatiquement du casting de base, anglais ou espagnol ou italien ou allemand. Donc on a quand même déjà un timbre, on a une vraie référence, quoi. Voilà, on a une référence et donc c'est moins créatif et c'est beaucoup plus aigu. C'est pas moins important, mais on a quand même une base. C'est ça. Alors qu'en radio, vous partez, je ne vais pas dire de zéro, mais la voix est quand même la pièce maîtresse. En fait, il y a des voix qui sont plutôt VO, il y a vraiment des voix qui sont spécialisées en acting, des voix très naturelles comme ça, des gens de théâtre, très polyvalentes. Et disons s'il y a un spot radio à chouette dialogue, en fait, nous, on peut déjà se rendre compte comment ça va sonner in fine, quoi. Et le talent des comédiens est très important aussi, et savoir, parfois il y a des binômes où ça marche très bien, ils vont avoir un input créatif en plus que parfois le créa n'aura même pas imaginé, et il y a d'autres binômes qui marcheraient sans doute moins bien, et donc ça c'est aussi grâce à notre connaissance et au fait qu'on travaille depuis longtemps avec les comédiens qu'on peut proposer un casting de qualité qui va élever la production, même parfois bien plus loin que ce que la version scriptée laisser entendre. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un ou de travailler pour quelqu'un qui est ouvert au changement. Il l'a dit, on peut améliorer pendant la session en sortant du script, mais il y a beaucoup de clients qui y tiennent. Parfois, ce sont aussi des trucs un peu légaux où c'est difficile de changer, surtout dans le médical. Ouais. Il faut faire très attention.
Et même plus c'est des grandes sociétés, plus les étages pour les validations sont énormes. Et donc, quand il y a 12 personnes qui ont validé le script et puis qu'on fait un changement, après ça peut... Ouais, c'est pas idéal, mais en général, quand c'est comme ça, on fait une proposition telle qu'elle était écrite et puis on fait une proposition qu'on trouve personnellement mieux ou plus créative ou plus drôle et puis on laisse le choix. Pour s'assurer aussi de ne pas devoir revenir en arrière dans tout le process et perdre du temps aussi, j'imagine, dans Oui, la il faut création. toujours un safety solution. Après toutes ces années, on sait que si on fait uniquement ce que nous on veut, on doit faire un retake avec une autre session. Donc, jouons safe. Et un dernier truc par rapport au casting, il y a aussi quand même des voix récurrentes. C'est-à-dire que, une voix finalement, c'est un petit peu comme la couleur d'un logo. Et donc la changer à chaque campagne, en termes de mémorisation et d'image sonore, c'est assez pauvre comme idée. Donc nous, on essaye aussi d'essayer d'avoir une constance dans les voix qu'on propose pour que la même voix fasse à chaque fois la voix off pendant 1 an, idéalement plus. C'est ça. Ça fait partie du sonic branding. C'est un mot très à la mode. Et du sonic branding, c'est pas uniquement une musique ou un jingle. C'est aussi avoir une voix qui revient à chaque fois. Et la couleur de la voix fait, après un certain temps, en entendant cette voix, ça réfère directement à la marque. Et on doit quand même dire que ça arrive de plus en plus qu'une voix soit utilisée plus longtemps qu'une année, mais vraiment 4, 5, 6 ans. Et c'est dans l'avantage du client parce que c'est une sonorité qu'on reconnaît. Tout à fait. Du coup, on peut parler de contrat d'exclusivité pour une voix aussi. Malheureusement pas. Dans un monde idéal, pour moi en tout cas, il faudrait que ce soit une marque, une voix. Le problème, c'est que y a beaucoup de comédiens qui en font leur métier. Et au vu des budgets qu'on a en Belgique, comme c'est un petit territoire, le cachet des comédiens n'est pas assez élevé pour qu'on puisse dire en une année, je fais 3 campagnes et ça me paye. Du coup, malheureusement, c'est compliqué à mettre en place. Mais en tant que studio, on est aussi garant de la connaissance du marché publicitaire et du coup, savoir quelles voix importantes, entre guillemets, font des marques importantes. Je pense que ça fait partie de notre corps de métier pour éviter, mais comme je disais tout à l'heure, de mettre une même voix sur 2 marques d'un même secteur d'activité. Très bien. Donc, vous estimez qu'il y a l'offre de la voix est moindre que la demande? Non, pas vraiment. Il y a quand même... nous, dans notre base de données, je pense qu'on a plus de 100 comédiens par sexe, par langue. Il y a les questions d'agenda aussi. Dans les comédiens, il y a ceux qui, à un moment donné, ont décidé qu'ils allaient devenir des comédiens voix off, et c'est tout. Et donc, ils libèrent leur agenda au cas où ils sont appelés pour ça. Et donc, ils amènent une vraie flexibilité. Parce que malheureusement, l'audio, c'est la dernière chose à laquelle on pense en général dans une campagne, à notre plus grande âme. Et du coup, après, il faut jongler avec les disponibilités des gens. Donc, s'il y a des comédiens qui libèrent leur agenda à 100% pour ça, on est sûr que dans la semaine, on trouvera une dispo pour enregistrer. Après, tu as une partie des comédiens qui continuent de faire du théâtre, du doublage, des films. Et donc, si eux sont en tournage pendant 1 mois et qu'ils sont pas disponibles, ça fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que le pool de comédiens qui sont dispo régulièrement et qui offrent cette flexibilité pour les marques se réduisent de peut-être 100 à 15, 20. Et donc, ça fait qu'effectivement, si on veut quelque chose d'extrêmement flexible, on est un peu plus limité. C'est, à part la question d'agenda, pour les comédiens, c'est aussi le fait que c'est un vrai métier. Et avoir une bonne voix ou des bons acting skills, ça ne suffit pas. C'est vraiment une technique spécifique et je pense qu'à un certain moment, on est né avec cette petite bête, mais il faut la développer. Et pour la développer, il faut le faire beaucoup. Et c'est une des raisons pourquoi on entend toujours les mêmes voix. Parce que ceux qui se sont développés pendant toutes ces années le plus sont aussi le plus efficaces. Et souvent, il y a des campagnes en dernière minute, des campagnes où à l'avance, on ne sait pas vraiment où on va aller. Alors, dans le casting, on prend souvent ceux avec qui on ne peut pas prendre de risques. C'est un désavantage parce que comme ça, on entend toujours les mêmes. Et il y a encore beaucoup de talent, mais avec du talent, nous, on doit mettre beaucoup plus de nous-mêmes. Ça va durer beaucoup plus longtemps. Le résultat va peut-être être mieux ou la même chose. Mais il y a un petit risque quelque part. Et quand on ne connaît pas le client ou quand c'est un client difficile, parfois on n'ose pas prendre ce risque. C'est peut-être un désavantage. Mais c'est lié à ce monde qui va vite, où on n'a pas droit à l'erreur. Tout à fait, l'optimisation du temps et des ressources. Et du coup, on parlait d'agenda. Je voyais que vous faisiez beaucoup de remote recordings. Comment ça se passe, en fait, ces enregistrements, si je comprends bien, qui peuvent se faire aux 4 coins du monde? Il y a un peu 2 cas de figure. En fait, ça a vraiment commencé avec le Covid, où là, ça a explosé, entre guillemets.
C'est-à-dire que même pour des productions en local où l'agence et l'annonceur sont belges, il y a de moins en moins de déplacements en studio parce que nous on faisait ça depuis déjà avant parce que historiquement on travaillait avec ISDN à l'époque, qui sont 6 lignes téléphoniques qui passent en même temps pour enregistrer une voix au Attends, Pérou. ISDN, Ouais, c'est un terme que peu de gens connaissent encore à mon avis, mais c'est un système de pouvoir enregistrer ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais dans la même qualité que ce qu'on a ici en passant via, je crois que c'est 6 ou 6 6 lignes ou téléphoniques. non, il y en a 4. Mais si on voulait travailler avec l'image en synchro, il y en avait 6 lignes. C'est quand même important cette petite notion que on part d'il y a 15-20 ans. En fait, il y avait que quelques studios en Belgique qui avaient ces boîtiers ISDN. Je pense qu'à Bruxelles, il y en avait que 2 ou 3. Et on était un de ces 3. Et pour les campagnes internationales, souvent des campagnes allemandes et hollandaises, les acteurs, ils n'allaient plus dans les pays, sinon ils devaient prendre des avions, c'était coûteux. Et donc c'est pour ça que ce système ISDN existait déjà, mais il fallait du hardware qui coûtait la peau des fesses, avec 6 lignes ISDN que d'office tu devais payer tous les mois, mais une ligne ISDN c'était 80 ou 90 euros. Donc sans avoir travaillé, tu étais déjà parti pour 500 euros par mois en ligne, abonnement. Et donc, il n'y avait que quelques studios qui l'avaient, mais ces studios profitaient du fait qu'ils l'avaient pour se faire des connexions dans des autres pays. Et ces connexions, on les a gardées, mais la technique a changé. Et l'ISDN est devenu... Google Meet. Voilà, le Teams, voilà. Mais donc ça s'est démocratisé et le Covid a fort poussé au fait que les gens ne se déplacent plus en studio pour suivre un enregistrement. Avant, c'était un peu une sortie de classe, quoi. L'agence partait en studio, c'était une demi-journée, on buvait un café, on mangeait ensemble, on papotait, on dirigeait les voix tous ensemble. Et maintenant, c'est beaucoup plus efficace parce que donc, les comédiens continuent de se déplacer quand même en studio. Parce que ça, on trouve que c'est quand même important pour avoir le contact humain déjà, et la façon de diriger, c'est quand même beaucoup plus facile et plus agréable que s'il est lui-même dans sa cave pour avoir pas trop de, de nuisances sonores avec un micro et un système qui est sans doute moins performant que ce qu'on a en studio professionnel. Mais effectivement, les clients se déplacent plus et donc maintenant le remote, ça devient en fait comme si vous faites un Skype le week-end avec votre famille, sauf que y a 5, 6, 7 clients qui voient l'image en direct et qui dirigent et donnent leur avis. Et pour le remote avec la voix, avec un autre studio, on a aussi du software qui est côté qualité audio plus efficace que le Teams ou le Google Meet, mais qui est abordable pour tout le monde. C'est plus un boîtier qui coûte 5-6 000 euros. C'est vraiment un software qui coûte 200-300 euros en abonnement par an. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est la qualité ISDN d'avant, mais un software qu'on s'échange entre studios et donc qui nous permet à faire exactement la même chose. Donc ça veut dire que nous, on enregistre des comédiens dans une autre cellule à Hambourg, à Düsseldorf, à Amsterdam, mais avec la qualité comme ils étaient ici. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres grandes évolutions que vous avez remarquées comme ça ces 15-20 dernières années ou même depuis le Covid, simplement? Une des grandes évolutions, je pense, c'est en termes de stratégie de diffusion. La radio, la TV a souvent continué à crier haut et fort que malgré les nouveaux médias, ils restaient top of mind et beaucoup écoutés, beaucoup regardés. On remarque quand même un vrai shift. Je pense qu'il y a une perte d'audience de 15-20% dans les 10 dernières années au détriment des nouveaux médias. Et donc longtemps c'était ok, il y a des nouveaux médias, mais on ne sait pas encore trop comment ça va évoluer. Maintenant il y a quand même vraiment un shift, je crois, en termes de budget alloué à la TV. C'est resté tellement cher que rares sont les marques qui peuvent se le permettre, et beaucoup plus de pubs sur Meta, YouTube, etc. Et donc ça, on se rend compte que avant, là où on faisait une campagne télé, maintenant on a la même campagne déclinée en verticale pour TikTok, pour YouTube, pour plein de plateformes différentes finalement. Et donc là où avant c'était une idée créative, une campagne, un spot TV potentiellement décliné en 30, 15, 10 secondes pour différents spots TV, enfin un cinéma. Maintenant, on va avoir pour une même idée créative, parfois 12 supports différents qui vont cibler de manière très précise telle ou telle personne. Et donc ça a quand même un impact sur les budgets des campagnes parce que les comédiens sont payés en fonction du nombre de versions. Et en fait, les 12 versions dont il parle, c'est souvent avec un autre texte, parce que la cible de TikTok est différente que la cible de YouTube et de Facebook et d'une cible télé. Donc, oui, pour toutes les tranches d'âge, il y a un autre texte qui fait qu'une campagne avant, on avait 3 textes et maintenant on en a 12. Pour des grandes marques. Tout à fait. On adapte vraiment le message selon le Ouais. média et la cible derrière. J'ai l'impression qu'avant, il y avait quand même ce travail de qui est notre cible.
Et du coup, ça nécessitait une recherche en amont, de trouver les bons insights pour comment parler à ce qui est notre cœur de cible, donc un maximum de personnes potentiellement intéressées par mon produit. Maintenant, les possibilités sont tellement énormes. J'ai l'impression qu'où avant on ciblait les pères de famille hommes entre 35 et 45, bah maintenant on peut cibler de 17 à 77 ans en adaptant le contenu média et ça augmente le prix de la production, mais en termes de diffusion, les budgets restent les mêmes parce que c'est beaucoup moins cher de diffuser en ligne qu'en télé et en radio. Très bien. Et là, je pense à l'IA. Comment est-ce que l'intelligence artificielle bouleverse aujourd'hui votre métier et comment vous le prévoyez dans le futur? C'est une question ultra actuelle, on en parle beaucoup. On commence évidemment aussi à expérimenter les possibilités de l'IA, mais jusqu'à présent, nous on reste très peu convaincus, en tout cas purement en termes d'audio, des résultats. Je pense qu'il y a certaines parties du marché, par exemple à l'époque, il y a 10, 15, 20 ans, on enregistrait ce qu'on appelait des IVR, c'est les répondeurs téléphoniques, avec des vraies voix. Et ça nécessitait parfois de faire revenir la voix tous les 3 mois, une fois qu'il y avait une adaptation. Par exemple, on a fait longtemps les messages dans les ascenseurs. Et bah, dès qu'une entreprise ajoute un étage à son ascenseur ou ajoute quelque chose, la voix devait revenir pour dire descendez à l'étage 8. Parce que la fois passée, il n'y avait que cet étage. Et ça, ce genre de projet typiquement, où je pense pas que l'auditeur s'attend à... Parce que c'était quand même des messages découpés et reconstruits. Donc ça sonnait quand même déjà un peu faux de base et automatisé. Donc je pense que cette partie du marché, c'est clair et net. Bah, c'est déjà le cas, c'est en train de se passer et on va plus jamais avoir besoin de comédiens pour ça. Pour tout ce qui reste extrêmement créatif et où il y a un vrai input du comédien, pour le moment, on n'a jamais trouvé une IA capable de les remplacer. Et autre chose aussi, en expérimentant, pour prompter convenablement une IA pour que ça sorte une voix qui ressemble qui ressemble à ce qu'on a en tête, ça peut prendre parfois beaucoup plus de temps que le temps de l'enregistrer avec un comédien. Donc purement en termes de budget, dans le long terme, à moins qu'il y ait une évolution encore incroyable de l'IA, et ça va sans doute être le cas, le temps qu'on perd en studio, qu'on facture aussi du coup, peut dépasser le prix du comédien. C'est un boulot d'équipe aussi. On reçoit un projet et on essaye de le faire le mieux possible, mais c'est avec un technicien, avec un producteur, un réalisateur, un coach et des comédiens. Et vous vous imaginez que maintenant on fait un boulot d'équipe à 4-5 personnes, qu'on est du jour au lendemain uniquement avec notre ordinateur, ça va aussi s'entendre. Hein. Parce que le fait qu'on fait un boulot d'équipe, il y a une forme d'enthousiasme qu'on entend aussi dans le produit. Et cet enthousiasme va entièrement être... ça va se perdre. Maintenant, les gens consomment aussi les médias d'une autre façon. Avant, on avait de la radio, il y avait de la télé, il y a du cinéma. On sait tous que même si la radio tient bien le coup, écouter de la radio linéaire, il y a quand même une retombée. Parce qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts et on écoute des podcasts pas avec une radio mais avec son GSM. La télé, c'est exactement la même chose. Regarder de la télé linéaire, c'est quelque chose, il y a une retombée énorme. Il y a des gens qui regardent la télé aussi sur le GSM. J'espère pas beaucoup, mais il y en a, les jeunes. Donc la consommation est complètement différente. Toutes les pubs qui sont dans les réseaux sociaux, on en parlait parce qu'il y a beaucoup plus de versions. Donc il y a énormément de versions qui vont sur des réseaux sociaux. C'est à nouveau consommé sur un petit appareil de, 8/15, où le son n'est pas terrible, mais les gens l'acceptent parce que le monde va vite et on veut tout regarder et on est tellement habitué à un certain moment à un son qui n'est pas waouh que voilà, les gens l'acceptent. Donc dans ce shift aussi, on doit se réaliser que dans le boulot méticuleux qu'on faisait avant, et là, ça devient moins important. Même si on ne le veut pas, on peut le repousser, mais ça ne sert à rien de repousser quelque chose parce que la technique, elle est là et voilà, à un certain moment, il faut l'accepter. Et il faut essayer de trouver la créativité dans ces possibilités. Et je pense qu'il ne faut pas repousser le problème et être un vieux con dans 5 ans parce qu'on ne l'aura pas suivi, mais voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle comme des outils qui peuvent nous permettre de travailler mieux, avec plus de créativité. Et il y a quand même pas mal de possibilités. Genre, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Suno, qui permet de créer de la musique. Entre nous, j'en suis pas encore convaincu, encore moins quand il y a de la voix dessus. Mais par contre, imaginez, un client nous demande « J'aimerais une musique sur mesure pour ma future campagne ». On pourrait se dire « Ok, on va demander à Suno différents styles de musique pour dire au client, voilà,
voici les directions qu'on pourrait prendre. Et une fois qu'il choisit une direction, le briefing devient très clair pour nous pour composer un morceau dans un arrangement spécifique. Donc ça pourrait être un gain de temps. Faire des castings sur mesure. Bon, évidemment, il y a ce côté légal autour qui est encore très flou, mais imaginez le jour où tous les comédiens avec qui on travaille au niveau belge sont d'accord qu'on utilise leur voix, mais en leur avantage. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de faire un casting, d'envoyer un sample, je peux faire un casting sur mesure où je prompte l'IA avec le texte du client avec telle voix. Et donc, il aura une vraie idée de à quoi ça va ressembler, sans doute en mieux par après, parce que le comédien reviendra vraiment. Et donc, c'est des petits trucs comme ça qui, pour l'instant, on peut percevoir comme des tools et s'imaginer comment ça peut améliorer notre métier et la communication avec le client aussi. Notre plus grand goal pour le futur, c'est de continuer à prouver notre plus-value. On est entre-temps dans un do-it-yourself world. Tout est à portée de tout le monde. Et pour tout ce qui est important, de la créativité et tout ce qui concerne notre métier, on doit continuer à prouver qu'on est meilleur si nous on le fait que si c'est le client ou quelqu'un à la maison qui le fait. Même s'il a les mêmes outils, on va s'en servir différemment pour que la qualité, at the end, sera beaucoup plus meilleure. Mhm. C'est comme quand les appareils photo numériques ont commencé à exister, c'était plus abordable, tout le monde pouvait en acheter. C'est pas pour autant que tout le monde sait faire des belles photos. Concernant l'IA, il y a aussi le fait qu'il faut le donner à manger maintenant. We have to feed. Et c'est pour ça aussi que l'anglais marche déjà beaucoup mieux, parce que dans le monde entier, tout le monde expérimente, mais avec la même langue. Et donc, l'IA devient beaucoup plus intelligent en anglais. L'avantage qu'on a, c'est que la Flandre, c'est un tout petit pays, et que même en ce moment, si on prompte un texte flamand, 9 sur 10, on reçoit une voix hollandaise en retour. Ouais, le gros problème aussi, je trouve, de la génération de voix en intelligence artificielle, c'est qu'en fait, tous les outils gratuits, en fait, ils sont pas gratuits parce qu'ils vont voler tout ce que vous faites. Et donc, ça veut dire si, toi, France, par exemple, tu décides pour ton prochain podcast, t'en as marre de parler aux gens, t'enregistres 30 minutes de ta voix pour pouvoir après prompter ta propre voix. Et donc, c'est toi qui vas faire les podcasts, mais de manière totalement, sans être sur place, quoi. Le problème, c'est que du coup, pas que tu n'aies une mauvaise voix, mais l'IA va se nourrir de ta voix aussi et de la voix de toutes les autres personnes qui ont essayé à un moment donné de faire quelque chose. Et ça va être dans des tons parfois du coup qui sont très très loin des normes publicitaires et des comédiens. Et donc comme il se nourrit de tout ça, il y a aussi ce truc où il y a un côté sans doute naturel, mais qui ne l'est pas vraiment parce qu'il y a encore quand même des soucis en termes d'IA purement, mais qui vont rarement exactement ressembler à ce qu'on a en tête et ce qu'on aurait fait. Ce qui fait plus peur, c'est que les générations maintenant qui ont grandi avec TikTok et qui ont eu l'habitude d'avoir des voix off complètement robotiques, pauvres, je vous... Non. Et donc, quand eux auront le pouvoir d'achat et quand eux vont être des adultes dans la vie active, eux vont peut-être être beaucoup moins choqués d'avoir des voix en IA, même au cinéma ou même à la télé, même s'ils écouteront sans doute plus la radio et n'y regarderont pas la télé. Mais le jour où c'est cette génération-là qui sera active, là, je pense qu'il y aura effectivement un vrai shift et à un moment donné... l'IA va prendre de la place et ça sera accepté. Il y a aussi encore le côté légal. En ce moment, on est nulle part. Il n'y a rien qui est fixé. Il y a uniquement les softs qui nous disent si vous n'êtes pas cette voix-là, on ne peut pas reproduire votre voix. Donc il faut d'abord prouver qu'on a les droits ou que c'est nous. Et à part ça, on est nulle part. Donc il faut d'abord, avant qu'on puisse utiliser de l'IA et dans de la pub, il faut vraiment une loi ferme. Parce qu'il n'y a aucun annonceur qui va risquer aussi que nous, on produit quelque chose via l'AI et qu'après, il reçoit une lettre recommandée pour dire « c'est ma voix, vous devez me payer 200 000 €. Il n'y a aucun annonceur qui veut faire ça. Maintenant, il y a une autre piste ou quelque chose qui est déjà plus ou moins concret. Et ça, c'est surtout dans le doublage. C'est que les acteurs des films anglais ou américains signent maintenant déjà les contrats, pas uniquement pour ce qu'ils font dans leur pays, mais que leur timbre de voix sera copié dans la localisation dans des autres pays. En Flandre, voix off, voilà. tu veux dire. Non pas uniquement en voix En off, doublage. mais en doublage. Un doublage, oui. Quand on a la possibilité maintenant de cloner un timbre, et donc, par exemple, cloner, prenons George Clooney, lui, il va avoir son timbre de voix, et en fait, moi, je pourrais doubler ce que lui fait à l'image en français, mais puis son timbre de voix est cloné sur
ma mélodie de voix, entre guillemets. Et donc, c'est comme si George Clooney parlait toutes les langues du monde. Et il est payé pour. Donc, dans les nouveaux contrats, c'est déjà prévu que c'est sa voix qui sera dans des autres pays aussi. Et au lieu que pour un film où il y a 20 acteurs et que par acteur, il faut trouver un comédien, on va doubler le film avec 1 ou 2 comédiens qui font tout le film, mais leur voix ne sera jamais dans le film. Ce seront, en fait, leur timbre et la manière dont ils jouent le texte sera reproduit, mais en copiant le timbre de l'acteur. Modulé comme ça pour Voilà, que ce original. soit Voilà. lié au caractère en Ouais. fait. Mais quand original. même, on a toujours besoin de cette personne qui le fait, qui check le texte, qui grammaticalement ça soit correct, qui met les intonations comme il faut, mais donc, in fine, pas avec son timbre de voix. Après, attention, ça évolue tellement vite. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera sans doute pas dans 6 mois et encore moins dans 5 ans. Mais pour en revenir à purement la production en tout cas de publicité, il y a quand même un truc où on se dit les budgets de diffusion sont encore tellement élevés. Et donc pour une campagne où l'annonceur va payer 60 000 €, la production audio, c'est vraiment ridicule par rapport au budget de diffusion. Et donc ça, on trouverait ça vraiment dommage que pour 3% du budget, on passe à 1% du budget pour faire quelque chose qui est moins bon à cause de C'est l'AI. sûr. Surtout quand on dépense autant, enfin quand on investit autant Ouais. en achat média, je pense que on veut alors avoir un spot de qualité. Enfin, en tant qu'agence, nous c'est ce qu'on recommanderait à un client Ouais. évidemment. Après, sans doute que pour les startups qui existent que sur Insta et qui essayent de faire du dropshipping, ou enfin de créer leur business différemment, et qui mettent 6 € par jour sur Insta pour toucher uniquement Bruxelles, bah alors là je comprends qu'effectivement payer 4, 5, 6, 10 000 € pour une production audio de qualité, bah ils font mieux de faire ça avec une musique sur Suno dont ils ont les droits dès qu'ils le font. Mais il y a vraiment, enfin je pense qu'il y a un corps de métier et je pense qu'il faut le respecter, se rendre compte et C'est aussi lié au positionnement de la marque, hein, parce que c'est vrai que si on est une marque premium ou de luxe, on peut pas non plus se permettre d'avoir du contenu ou un spot publicitaire qui n'est pas à la hauteur du service. Je trouve qu'il y a quand même un vrai parallèle entre la qualité d'un contenu et la qualité d'un produit-service. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je trouve qu'une marque doit être bonne dans tout à ce moment-là. ouais. Mais après, si l'IA est au centre du concept créatif, imaginez par exemple que vous êtes une marque qui casse les prix et qui est vraiment pas chère pour de l'électroménager. On pourrait faire un spot avec une IA qui dit on fait tout pour que nos produits soient pas chers. Du coup, on fait un spot avec une IA. C'est nul, mais c'est pas cher, tout comme nos produits. C'est nul, oui, mais non, mais tout à fait, mais ça reste. Du coup, il serait cohérent par rapport à leur Bah oui, non, positionnement. mais je pense qu'il y a certainement moyen d'utiliser, enfin, de prendre le contre-pied et de se servir de l'IA pour des concepts créatifs. Et ça, je pense que ça peut être très riche et actuel. Mais si c'est juste pour épargner de l'argent à tous les niveaux et faire finalement moins bien, même si je pense que, ouais, effectivement, le public va s'adapter à moins bien au fil des années, c'est quand même... En fait, l'IA, on doit vraiment la voir comme tool et pas comme concurrent, même si c'est difficile. Le grand désavantage de l'IA, c'est que notre perspective pour le futur est à 50% indéfinie parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça va évoluer. Et donc, c'est très difficile pour nous de se développer parce qu'on perd un peu là où on doit aller. C'est ça, il y a une grande inconnue Voilà. sur les. Mais bon, il faut voir l'IA comme une ressource, effectivement. Et je pense que si l'IA est entre les mains de professionnels qui ont l'expertise et qui ont l'intelligence et le savoir-faire, il n'y a pas de raison que ce soit un concurrent, mais plutôt un allié à aller plus vite et peut-être même mieux. Du coup, comme tu le disais, dans le brief, dans les tests voix pour l'annonceur, etc. Est-ce que, du coup, il y a aussi... On parlait de concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de concurrence en Belgique? Est-ce qu'il y a beaucoup de studios comme le vôtre? Comment vous vous définissez par rapport à ça? En Belgique, à l'heure actuelle, des studios pro qui sont vraiment actifs dans la pub, il y en a une bonne douzaine, je dirais, qui sont du coup totalement nos concurrents. Même s'il y a quand même une entraide aussi, enfin pas avec tout le monde parce qu'on ne connaît pas tout le monde personnellement non plus, mais j'ai l'impression que c'est quand même une relation de concurrence saine avec les autres. Et cette question d'IA, c'est une réflexion qu'on mène notamment avec d'autres studios et on a tous signé une charte il y a quelques années, enfin il y a 1 an maintenant je pense, où c'était à l'initiative d'un concurrent à nous, mais tous les studios se sont rassemblés autour d'une table pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on fait. Et donc
de là, il y a notamment Belva qui a été créé. Donc ça, c'est les comédiens de leur côté qui ont fait un truc similaire. Et donc nous, on s'est tous engagés à ne jamais utiliser les voix des comédiens pour nourrir de l'IA sans leur accord. Et donc ça, c'est une charte qui a été signée par tout le monde. Et donc ouais, j'ai une douzaine de concurrents qui font sensiblement ce qu'on fait. Ouais. Et dans cette concurrence, il y a aussi, disons que on ne se prend pas réciproquement le pain de la planche de tout le monde. Et c'est devenu organique qu'il y a des studios qui se sont, dans le courant du temps, un peu plus spécialisés dans le storytelling, un peu plus dans le dubbing, un peu plus dans la localisation télé, un peu plus dans le spot radio, podcast. Donc, disons qu'il y a 30-40% où on fait a priori la même chose. Et tout le reste, c'est un peu de spécialisation d'un concurrent qui a fait plus de target sur un corps de métier qui est le même, mais quand même un choix différent. Parce qu'il connaît plus de monde, qui s'est plus développé dans ce secteur ou ce domaine-là. Et puis on parle de Belgique, mais comme on le disait, maintenant, comme tout peut se faire à distance, finalement la concurrence n'est plus forcément locale. Quand même un petit peu, parce qu'au final, c'est quand même... Nous, on joue dans le marché belge, et donc on enregistre des comédiens à 80% quand même francophones, néerlandophones pour la Belgique. Et donc même si parfois notre client, ça devient plutôt que l'annonceur en Belgique ou l'agence en Belgique, ça devient un studio en Allemagne ou une agence en Allemagne ou un annonceur en Allemagne, le service que nous on propose va être le même parce qu'on propose quand même des voix francophones, néerlandophones à 80%. Et il préfère aussi toujours travailler à côté de la voix avec quelqu'un qui parle la langue pour avoir deux opinions pendant un enregistrement et qu'il n'est pas tout seul parce que lui, il va jamais pouvoir juger si le ton est bon, si Mais même si le l'accent... ton est adapté au marché et à la culture, ça arrive souvent qu'on reçoive des textes, parfois même qui ont été traduits, sans doute on espère, par un traducteur français, potentiellement souvent aussi par ChatGPT, malheureusement, et où là on se rend compte en fait pendant l'enregistrement que c'est grammaticalement juste, mais culturellement pas forcément, et où donc on se permet de changer quand même les textes. Ça nous est arrivé, ça nous arrive souvent en néerlandais où tu nous fais des recommandations en changeant un petit mot qui fait que ça va passer plus naturellement aussi. Ouais. Que nous, en francophone, on ne peut pas le savoir. Ouais. C'est correct, mais donc c'est vrai que votre métier aussi est c'est une belle plus-value. Mais ce qui est curieux aussi, c'est que comme on parle français et néerlandais en Belgique, il y a d'office des corps de métier qui sont aux Pays-Bas ou en France, où c'est théoriquement la même langue, mais dans la subtilité, dans l'humour parfois, dans la culture, qui sont diamétralement opposés. Et donc il y a une façon de faire la pub qui est différente en Belgique qu'ailleurs. Les pubs aux Pays-Bas, ça gueule, ça gueule, ça gueule, c'est rapide, et vraiment un truc, c'est pas choquant, c'est accepté. Et c'est déjà arrivé de faire des campagnes comme ça pour le marché belge où le client veut que ça gueule et que ça gueule et que ça gueule, mais en fait non, nous on se fait pas agresser comme ça par la pub, ça marche pas ici. Les tendances sont très différentes d'un pays à l'autre. Et du coup, quelles sont les tendances que vous remarquez en Belgique pour le moment? Parce que j'imagine que ça change souvent. Des voix naturelles. Ça, je dirais que ces dernières années, il y a deux tendances. C'est que les clients recherchent un casting qui est un chouïa plus créatif qu'avant. Donc moins retombé sur ses valeurs sûres, mais quand même aller un chouïa plus loin, chercher la perle rare, même en prenant plus de temps pour l'enregistrement, mais qu'il soit sûr que la voix que lui, il utilise ne sera pas dans le même bloc publicitaire pour une autre marque, même si le contrat d'exclusivité en Belgique n'existe pas vraiment. Et les voix naturelles, même pour les packshots et les VO, des voix jeunes qui ont moins d'expérience, mais qui, par une façon de parler très naturelle, très... Singulière en fait. Un bon exemple, c'est la campagne de Base qu'ils font depuis... même plus une campagne, c'est depuis des années où c'est Crazy, c'est un producteur / rappeur bruxellois, et sa façon de parler, maintenant c'est au point que les créatifs écrivent pour lui. Et donc là, il y a une singularité, pas d'exclusivité, mais bon, le prendre, ça serait voler l'idée et être comparé, donc ça serait une drôle d'idée aussi, et je pense parfois ça marche. Après, ce qui est parfois curieux, c'est que certains clients se persuadent qu'ils veulent un truc différent, mais puis en fait, dès qu'on est en studio, ils essaient de diriger la voix le plus possible vers ce qu'ils ont déjà entendu. Et donc on part quand même dans des trucs finalement plus promotionnels que initialement prévus par le briefing, quoi. Une autre tendance, ça ne nous est pas encore vraiment souvent arrivé, mais le fait que les pubs passent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il y a des clients qui demandent de faire des spots avec des influencers. Donc qui ne sont pas des voix, mais vu le fait qu'ils sont connus,
qu'ils ont une plateforme derrière qui est presque une plateforme marketing, Tout à fait. ça devient des gens importants, même avec leur voix. Et voilà, il y a des clients qui demandent d'avoir des gens comme ça. Et votre travail derrière, comment vous gérez vous les laissez naturels, vu que finalement l'influenceur, il est aussi en collaboration pour sa communauté, mais son style créatif, j'imagine que vous ne devez pas trop le brider. La direction est quand même importante parce que même si tu es influenceur, il y a une différence entre parler avec ton téléphone en mode selfie et faire un truc pour le coup pas si naturel parce que les gens parlent pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, personne va dire alors France, comment ça va aujourd'hui? Ça n'a rien de naturel non plus, c'est juste d'autres codes et donc je pense garder leur timbre de voix, garder leur originalité au micro, c'est important, mais il y a quand même une direction dans la façon de parler au micro, d'enregistrer, la distance, enfin je sais pas. Il y a quand même toujours une direction et je pense que c'est un vrai métier et s'il y a personne pour l'encadrer, ça peut rendre un effet très moyen. On parlait du son tout à l'heure, quand Christian, tu disais oui, j'espère que le son reste plus important que la vidéo, ou en tout cas, on sent dans vos discours que le son est quand même une valeur de cœur pour vous. On disait en 80, vidéo kill the radio stars, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toujours... les tendances partent et reviennent dans le sens où c'était la vidéo, maintenant le son à travers les podcasts, comme on le fait aujourd'hui, ça fait quelques années que c'est quand même très à la mode. Comment vous voyez l'avenir du son? Je pense qu'une bonne vidéo sans bon son Devient une mauvaise vidéo. devient une mauvaise vidéo. Et même le choix l'importance de la musique, et ça souvent c'est vraiment négligé, c'est en dernière minute, après qu'on a enregistré la voix, qu'est-ce qu'on va encore mettre comme musique là-dessus? Et ça, je trouve que c'est presque plus compliqué que de choisir une voix, c'est de choisir une bonne musique. Parce que tout le monde écoute de la musique. Et donc tout le monde est quelque part professionnel de la musique, parce qu'ils écoutent de la musique tous les jours. Et la difficulté c'est, ok, comment faire comprendre à un client qu'il ne doit pas choisir en fonction de j'aime ou j'aime pas. Parce qu'on n'écoute pas une musique, on choisit pas une musique pour un spot publicitaire de la même manière que ce qu'on choisit une musique qui va être dans votre playlist. En fait, le plus difficile dans notre métier, c'est le client, c'est une équipe de clients aussi qui doit écouter et approuver un spot. Et donc de faire un produit qui soit approuvé par 5 personnes différentes, et vu le fait que l'audio, une voix, une couleur d'une voix, une couleur de musique, un rythme, tout ça est très subjectif. Et on va devoir faire quelque chose qui va plaire à toute l'équipe. Souvent, ça se passe très très bien, mais c'est un goal, de faire quelque chose que tout le monde aime pour ce produit-là. Et maintenant, je vais rebondir aussi à ce que tu disais, parce que tu parlais de passion et qu'on défend le son. C'est aussi ça, notre force de faire sentir aux gens qu'on adore ce qu'on fait, de vraiment adorer ce qu'on fait. Et vis-à-vis de notre concurrence, l'IA, en fait, c'est ça. C'est notre chaleur humaine qu'on veut mettre dans nos produits, dans notre métier, et c'est la longue vie de notre corps de métier. C'est d'être passionné. C'est là, en fait, peut-être la nouvelle innovation. Ce sera la passion. Finalement, c'est le fait de je ne vais pas dire militer, mais vaincre un peu ces différentes tendances pour offrir le meilleur de ce qu'on aime faire. Ouais. Après, la question aussi, c'est est-ce que l'IA est une tendance ou pas? Parce que là, tout le monde en parle, tout le monde veut essayer. Ok, super, t'as fait une photo dans le style Ghibli de ta tronche sur Instagram. Et quoi? Si c'est ça le futur, ça va. On devrait bien s'en sortir. Au niveau créatif, maintenant, je pense que c'est vrai qu'au niveau stratégique, ça va quand même bousculer beaucoup. En tout cas, ça peut faire sauter des gens, ça c'est certain. Mais au niveau créatif, je veux dire, de base, une IA se nourrit de ce qui a déjà été fait. Mais est-ce que la notion même de créativité, c'est pas de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et de penser de manière disruptive et de proposer quelque chose de différent? À partir du moment où ton idée est inspirée de tout ce qui a déjà été fait, on va que aller vers des choses qui te rappellent sensiblement quelque chose. Bon, après, c'est pareil dans la tête d'un créa, hein. Tout ce qu'il pond, c'est par rapport à des références, par rapport à des films qu'il a vus, par rapport à des idées qu'il a déjà eues ou C'est ça, qu'il n'a son pas su background placer. culturel. Tous. Donc, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu, de toute façon, formatés comme une IA à reproduire ce qu'on a déjà vu? Sans doute aussi. Mais oui, drôle de question, hein, drôle de monde. En tout cas, ce sera notre mot de la fin, je dirais, parce qu'on a déjà fait le tour, je pense, du métier, des challenges et des différentes tendances qui sculptent un petit peu le monde publicitaire du côté création de spots et de contenu. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et Avec plaisir. vos feedbacks hyper intéressants.
Avec plaisir. Merci pour l'invite. Et good luck. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast de Panache. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le sur vos réseaux et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres voies de la communication. À tout bientôt pour une nouvelle immersion dans les coulisses des métiers de la publicité.